Bienvenue dans La Truffe dans la gamelle, premier podcast de nutrition vétérinaire. Je suis Charlotte Deveau, vétérinaire nutritionniste, et je vous propose de mettre ensemble la truffe dans la gamelle. Notre invitée du jour est Charlotte Nédinger, ingénieure agronome spécialisée en nutrition. Charlotte administre le groupe Facebook Croquettes Comment Choisir de presque 67 000 personnes depuis 6 ans. C'est grâce à cela que nous nous sommes rencontrés. Depuis 3 ans, elle travaille aussi dans le pet food. Son monde, c'est la formulation, la visite d'usine, l'analyse de croquettes et bien sûr les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler de tout cela avec elle. Donc tout d'abord, Charlotte, peux-tu nous raconter comment tu en es arrivée à administrer ce groupe Croquettes Comment Choisir sur Facebook ? Bonjour. Donc, Croquettes Comment Choisir, j'y suis arrivée un peu par hasard à la fin de mes études. J'y adhérais comme à l'époque pas mal d'autres communautés sur le sujet de comment nourrir nos animaux, juste pour voir, par curiosité. À l'époque, il y a 5-6 ans, Facebook et les groupes, c'était quelque chose de nouveau. Et en fait, j'y suis restée car c'est l'une des seules communautés qui était assez ouverte et qui était plus à l'écoute sans finalement virer les gens à la moindre contradiction. Donc j'y ai posé mes valises petit à petit jusqu'à refaire en fait les fichiers d'informations et prendre en main la machine et la développer à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc ce groupe, il existe depuis 6 ans, c'est ça ? Et actuellement, c'est toujours un peu les mêmes demandes des gens à chaque fois de savoir s'ils font bien et de s'inquiéter pour leurs animaux. Est-ce que ça va rester comme ça ? Est-ce que ça a un avenir différent ? Qu'est-ce que tu comptes en faire ? Alors c'est vrai que la majorité des questions, peu importe les problématiques, peu importe le pourquoi la personne est venue sur la communauté, c'est souvent la question est plus ou moins la même, c'est qu'est-ce que je peux donner à mon animal ? Quoi lui donner au mieux par rapport à ses caractéristiques, par rapport à ses pathologies, par rapport aussi à moi, mes visions ou mes envies. Et petit à petit, c'est vrai que là, ça fait 1 an que les publications sont fermées, car maintenant, c'est une communauté de plus de 60 000 personnes, donc ça prend trop de temps de répondre à quoi donner à chaque personne. Et en plus, finalement, c'est un choix que la personne, en tant que consommateur, doit faire elle. Et c'est vrai que l'avenir du groupe, pour le moment, on s'orienterait plutôt pour viser un public un peu plus large, essayer vraiment de revenir aux fondamentaux qui sont l'échange sur la passion d'une problématique qui est la nutrition, enfin plutôt d'une science, et essayer d'informer les gens sur la nutrition, sur l'essence de la nutrition, sur le pet food. Et du coup, idéalement, ça serait plutôt d'ouvrir une sorte de site internet ou des vidéos sur YouTube, mais une plateforme qui permette vraiment plutôt l'échange et non juste la descente d'informations. Donc, c'est vrai que les demandes les plus fréquentes des gens, moi, celles auxquelles je suis confrontée, c'est de dire, je voudrais juger la qualité d'un aliment à travers ce qu'on a, c'est-à-dire à travers son étiquette. Qu'est-ce que toi, tu penses à la fois en tant qu'administratrice de ce groupe qui a fait des fichiers et à la fois en tant que personne qui travaille dans le pet food, qu'est-ce qu'on peut déduire ou non d'une étiquette de pet food ? Alors, une étiquette, c'est avant tout des informations réglementaires qui sont très encadrées. Et il faut savoir que ces informations, c'est pas forcément encadré de la même façon en Europe par rapport aux USA ou au Canada. Donc déjà, en fonction du lieu d'origine, du pays en fait de l'aliment où il y a cette étiquette, on pourra avoir des informations différentes. Une étiquette, c'est vraiment quelque chose qui va donner une idée des ingrédients, sans savoir forcément quel type d'ingrédients il y a vraiment au sein de l'aliment, et sans savoir non plus la qualité de cet ingrédient-là. Ça va donner aussi des indications sur ce qu'on appelle des taux, les constituants analytiques. Mais pareil, en Europe, c'est des moyennes. Et aux USA, c'est des minimums et maximums. Donc, ça ne va pas donner l'information exacte de ce qu'on trouve tout le temps dans l'aliment. Ça permet de se projeter au regard de ces informations moyennes. Voilà, est-ce qu'au moins les besoins particuliers de mon animal sont couverts ou non ? Mais ça ne permet pas forcément de juger la qualité de l'aliment. Donc, quand tu nous dis les taux sur les étiquettes, c'est des moyennes, ça veut dire que si c'est écrit 30% de protéines dans l'aliment, il n'y aura pas forcément 30% pile dedans. Non, ça pourra même varier. Il pourra très bien y avoir moins de 30%, peut-être même 27% de protéines dans cet aliment. Il pourra aussi, à l'inverse, y avoir plus de 30% de protéines, comme 33% de protéines, et ça sera réglementaire. Ce qui est normal, c'est une moyenne. Donc la fourchette est en fait assez large. Si on peut aller de 27% à 33%, c'est énorme.
Ouais, et tout ça en fait est réglementé et suit vraiment des tolérances en fait sur l'analyse des constituants. Donc, les pet fooders, quand ils vont faire leur étiquette, ils doivent analyser leur aliment pour s'assurer que ce qui est sur l'étiquette est effectivement la réalité. Comment ça marche? Comment on fait une étiquette, en fait? Alors, ça va vraiment dépendre de la taille entre guillemets du pet fooder et c'est ça un peu la problématique aujourd'hui. C'est qu'on a énormément de petites marques en fait et d'usines qui vont faire l'inverse. Ils vont pas formuler l'aliment, l'analyser et mettre les données reçues sur l'étiquette. Ils vont formuler l'aliment et mettre sur l'étiquette les données moyennes qu'ils ont eues dans leur logiciel de formulation. Donc du coup, on est des fois confronté en fait sur certains produits à vraiment un écart assez grand entre la réalité de mon aliment et les indications de l'étiquette parce que finalement cet aliment-là n'aura jamais été mesuré pour ce qu'il est. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ils ont le droit de utiliser leurs aliments, de mettre ce que leur logiciel de formulation leur dit sans vérifier que ce soit la réalité? Ils ont le droit, la réglementation, elle va mettre des tolérances et tant que ces normes-là rentrent dans les tolérances, oui, c'est légal. Donc, en fait, l'étiquette reflète assez difficilement ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire sur un pet foodер très sérieux qui va beaucoup analyser ses aliments, on peut lui faire confiance, mais par exemple, sur des petites usines ou des petits pet fooders qui connaissent moins et qui analysent moins, bah, l'étiquette peut être très éloignée de la réalité. Oui, c'est ça. Et en fait, cette problématique-là, on ne peut pas le savoir à la lecture de l'étiquette. Ça dépend vraiment du fabricant, ça dépend vraiment de l'équipe après derrière au niveau de la marque. Et ça dépend de leur sérieux et finalement de qu'est-ce qu'ils connaissent de la réglementation et qu'est-ce qu'ils connaissent de la nutrition. Alors, comment on va savoir en tant que propriétaire si la marque que l'on achète sont des gens sérieux, des gens qui font des analyses, des gens qui connaissent la réglementation ou pas? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous indiquer ça? C'est vrai que là, actuellement, en Europe, on est confronté à énormément de marques. On a un marché avec plus de 5000 références. Et il y a énormément sur ce marché beaucoup de beaux parleurs. Ça veut dire beaucoup de petites marques, des personnes qui sont très bien formées en commerce, en marketing, qui vont vraiment raconter une histoire, mais qui vont peu s'intéresser à la nutrition et à leur aliment au final. Ce qu'on peut faire déjà en tant que particulier, c'est s'intéresser à la marque en elle-même, à ce qu'elle nous raconte. Est-ce qu'ils sont accompagnés par des spécialistes en nutrition, des vétérinaires ou même des agronomes? Est-ce qu'ils font des analyses de leurs produits? Est-ce qu'ils ont un intérêt pour leurs produits? Au niveau, par exemple, est-ce qu'ils vous indiquent si, les minéraux, le calcium, le phosphore, est-ce qu'ils indiquent les omégas? Est-ce qu'ils vous parlent un peu de nutrition? Et ça permet déjà de donner des pistes sur l'intérêt de la marque ou non pour ces produits. Donc, ce que tu me dis, s'ils indiquent le calcium, le phosphore ou les omégas, c'est une preuve un peu de sérieux parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui est obligatoire pour tout le monde. C'est un affichage facultatif. Donc, plus il y a d'informations sur le produit et plus on peut se dire que c'est quand même sérieux et que c'est quand même un peu analysé et tout ça. Oui, c'est ça. Plus il y a d'informations sur l'étiquette du produit et plus finalement la marque derrière, en termes de communication, va essayer de parler de son produit sans dérive, sans vous parler d'ingrédients propres à la consommation humaine, sans parler de viande, sans trop parler de naturel, des termes qui sont très réglementés et souvent utilisés de manière abusive. Et encore mieux, si la marque vous parle d'analyse de ses produits, si elle parle de maîtrise de ceci, vraiment au cœur de l'aliment, parce que c'est un aliment qu'elle vend, c'est pas du rêve. Dans ce cas-là, on peut se dire, cette marque-là, au moins en termes de communication, elle n'est pas dans l'abus et ça l'intéresse, son aliment l'intéresse et donc on peut se douter que derrière, ça sera sûrement plus sérieux qu'une marque qui n'en parle pas du tout. D'accord, donc se fonder sur les analyses que fait la marque. Donc toi, tu nous dis, il ne faut pas qu'ils nous parlent du terme viande, pas qu'ils utilisent le terme naturel. Pourquoi est-ce que pour toi, c'est péjoratif d'utiliser cette communication? Déjà, pour reprendre un par un, OGM, par exemple, une marque qui va vous dire cet aliment est fait sans OGM, c'est déjà une marque qui ne va pas respecter la réglementation, tout simplement parce qu'en fait, toutes les marques aucune marque actuellement utilise des OGM et si la marque elle en utilise, elle est obligée de l'indiquer. Donc c'est un peu l'inverse. Et en fait, ça c'est un peu de la communication abusive, comme ce qu'on voit souvent en clan, c'est aussi propre à la consommation humaine. Des ingrédients propres à la consommation humaine, c'est ce qui est utilisé dans tous les aliments en pet food, ça suit la loi.
Et en fait, que ces marques-là utilisent ce genre de claims qui sont normaux, qui sont communs, pour mettre en avant leurs produits et sous-entendre que les autres ne le font pas, c'est de la communication abusive, c'est un peu de la manipulation. Et le terme viande alors? Alors, c'est la même chose pour le terme viande. Viande en pet food, aucune croquette n'est élaborée à partir de viande. Aucune croquette n'est élaborée à partir de beaux filets de poulet ou de belles côtes de bœuf. Ça, il faut l'oublier. On est dans le pet food, on est dans les coproduits. On est dans un aliment qui est élaboré à une échelle industrielle. Et en fait, c'est un peu dommage. Le terme viande, déjà, ça ne respecte pas la réglementation. Ils ont le droit de l'utiliser que si on utilise 100% de muscles squelettiques striés, ce qui n'est jamais utilisé en pet food. Et ça renvoie l'image finalement qui est très loin de la réalité. Ça fait vraiment travailler l'imaginaire du consommateur. Et finalement, un jour, cette réalité-là, elle va revenir en avant parce qu'on est quand même dans un aliment industriel qui utilise souvent des produits en farine, qui utilise vraiment des produits très transformés et rien de tel jamais un morceau de viande. Et cette réalité-là, quand elle va revenir en pleine face de cette marque, j'espère qu'elle prendra vraiment cher de toutes ces marques qui utilisent ces communications par écrit et aussi en visuel. Une photo de viande sur un paquet de croquettes, c'est pas réglementaire, c'est pas légal et c'est de la communication abusive. Donc en gros, tu nous dis qu'il faut vraiment se méfier parce que actuellement, en fait, avec le marketing, on essaie vraiment de nous vendre du rêve, comme tu dis. On va nous dire que c'est propre à la consommation humaine, un peu comme si on avait juste mis une ration ménagère dans un extrudeur et que c'était des produits que nous, on pourrait donner à notre animal et on va... c'est peut-être un peu une façon de nous déculpabiliser, de nous dire, en fait, vous achetez certes de l'industriel, mais je vais essayer de vous faire croire que c'est comme si vous aviez cuisiné pour votre animal. Alors, c'est effectivement une façon aussi de ramener finalement la réalité du consommateur, ce que lui connaît quand lui se prépare à manger, et le fait qu'il donne finalement quelque chose d'assez proche à son animal, alors qu'au final, c'est assez éloigné. Et ça permet effectivement d'avoir de la confiance, mais finalement, c'est de la confiance biaisée et qui est mal construite. Et aujourd'hui, dans le pet food, on n'a vraiment pas besoin de ça. Il y a vraiment besoin, au contraire, d'informer les gens sur la réalité et même, je dirais, d'informer sur de la transparence pour avoir de la vraie confiance, finalement, de la confiance sur des choses fondées. Et toutes ces dérives marketing, il faut vraiment, en tant même que consommateur, y faire très attention et ne pas hésiter à signaler d'ailleurs toutes les marques qui utilisent des visuels ou le terme viande, toutes les marques qui utilisent des claims comme propres à la consommation humaine ou sans OGM, vous pouvez les signaler et finalement faire en sorte qu'il y ait moins d'abus dans la communication en pet food. Oui, moi je me rappelle que j'avais vu un claim qui m'avait fait beaucoup rire, c'était approuvé par la planète ou quelque chose comme ça. Je m'étais dit, mais comment on peut se revendiquer de ça, sachant que c'est carrément impossible à prouver. Donc ils sont prêts à aller en fait très loin et à dire des choses complètement invraisemblables. Mais c'est un secteur qui en fait n'est pas très contrôlé, parce que ça devrait être quand même réglementé. Je pense pas qu'on pourrait faire ça en alimentation humaine. Alors c'est un secteur qui est à l'inverse très contrôlé, mais c'est vrai qu'en alimentation humaine, il y a aussi beaucoup d'abus. Il y a énormément de petites sociétés et au final, tant que ces sociétés elles restent à taille humaine, à taille assez petite, elles sont beaucoup moins visibles par les radars. Et en fait, c'est au final, plus elles vont grossir, prendre de l'importance, et plus elles vont être contrôlées, regardées de près. Et d'ailleurs, moins elles vont faire de dérives. Et c'est vrai que il y a la réglementation d'un côté et son application, mais il ne faut pas croire que tout le monde applique la réglementation, par connaissance ou non. Hein. Il y a aussi des gens qui se lancent dans le pet food qui ne connaissent rien à la réglementation. Et il ne faut pas croire non plus qu'on n'est que victime, parce qu'en fait, même dans les abus, même pour l'alimentation humaine, on peut être acteur et vraiment dénoncer ces pratiques-là et pas hésiter à les dénoncer. Et donc, ce que tu nous dis, c'est qu'au final, mieux vaut faire confiance à des grosses marques qui vont être bien plus contrôlées que toutes ces petites marques qui fleurissent sur Internet et qui passent un peu en dessous des radars. Alors, c'est vrai que les petites marques, souvent, c'est plutôt une équipe marketing qui va visualiser un produit ou au moins le prix de vente de ce produit-là en disant, voilà, je vais cibler telle cible de consommateurs, de particuliers, avec tel type d'animal, et qui va après toquer à la porte d'une usine en disant, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? On n'y connaît rien en nutrition ni en alimentation, mais on veut vendre des croquettes. Et par contre, la communication et le marketing, on sait faire, laissez-nous gérer. On veut ce prix-là.
Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec plein de marques de croquettes où finalement, l'aliment vendu, il n'y a personne dans l'équipe qui vend cet aliment qui n'y connaît quelque chose en réglementation ou en nutrition. Et du coup, on se retrouve avec des énormes aberrations, que ça soit réglementaire, mais aussi parfois nutritionnelles. Et c'est vrai qu'il faut faire très attention. Il faut vraiment chercher la logique et la cohérence et vraiment voir si est-ce que ma marque qui m'intéresse là parce qu'elle est jolie, elle est colorée, elle semble avoir des belles valeurs, est-ce elle s'intéresse à la nutrition? Est-ce elle s'est fait accompagner par un spécialiste? Et sinon, déjà là, il faut se poser des questions. Il y a aussi plein de marques aujourd'hui qui vont vendre le même produit. Elles vont toutes toquer à une usine en disant moi je veux des croquettes à ce prix-là. Donc que ça soit des équipes de marketing, il y a même des éleveurs, il y a des clubs canins, et ils vont se faire livrer une croquette. C'est la même croquette, ils vont tous la vendre à des prix différents, dans des packagings différents. Au final, ce sera le même aliment. Et pour dire à quel point on est aujourd'hui sur un marché énorme avec plein de références d'aliments différents, mais il y a d'énormes différences aussi dans la qualité et dans la maîtrise du produit, et ça ne se reflète pas forcément au niveau du prix. Donc il faut faire effectivement très attention et peut-être plus voir vers des grosses structures qui sont à fond dans l'alimentation, à fond dans leurs produits et qui vont vraiment tout maîtriser. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en fait, c'est les usines qui formulent, et elles formulent des produits qu'ensuite elles revendent, elles, à des marques qui n'ont pas forcément de compétences en nutrition. Donc quand la marque achète à cette usine, elle sait absolument rien du sourcing, des matières premières, des analyses qui sont faites. Elle achète un produit en fait sur un catalogue, comme moi je pourrais acheter chez La Redoute par exemple. Oui, c'est ça. C'est des formulations, on les appelle souvent des formulations blanches ou des formulations type de l'usine. Elle va proposer un catalogue de produits et laisser le choix. Donc souvent, elle va leur donner différents noms. Et donc, elle va les vendre par la composition et aussi par le prix. Parce qu'en fait, ces personnes qui vont acheter les produits, ils vont être très focus sur le prix d'achat et le prix de revente du produit. Et quel imaginaire on peut mettre derrière. Ils vont avoir, sans aucune connaissance en nutrition quelconque, des attentes comme moi je préfère un aliment sans céréales parce que je pourrais le vendre plus cher, ou moi je préfère un aliment avec de l'agneau parce que je pourrais le vendre à tel prix, ou je veux un aliment avec du renne ou des viandes très exotiques. Et c'est vrai qu'il y a un vrai business aujourd'hui autour de ça, et on voit d'ailleurs des dérives des petites marques françaises, avec des équipes françaises, que ce soit des éleveurs, que ce soit des équipes marketing, qui revendent des produits d'usine sans rien maîtriser du produit, sans connaître le pourquoi de sa formulation et sans analyser ou vérifier comment est le produit derrière. Donc là, tu nous parles de croquettes sans céréales qui sont, c'est vrai, très à la mode en ce moment et qu'on peut revendre plus cher justement parce que c'est la mode. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant qu'ingénieur agronome spécialisé en nutrition, de cette mode du sans céréales? À la base, le sans céréales, ça avait un vrai intérêt nutritionnel au début. C'était vraiment pour les animaux sensibles, c'était vraiment une source de différenciation. Et en plus, les premières formulations, c'était souvent à base de pommes de terre. Et au niveau des extrudeurs, au niveau du process, il fallait du coup, pour avoir une croquette finie, mettre souvent plus de produits animaux. Donc il y avait dans le sans céréales, à sa base, une vraie démarche nutritionnelle et même une vraie démarche de qualité. On avait des aliments de base qui étaient obligés d'être plus riches en produits animaux. Aujourd'hui, c'est vraiment juste un moyen de se différencier. C'est vraiment pour parler à un certain type de public cible qui se persuade que le sans céréales, c'est quelque chose de plus naturel parce que, soi-disant, dans la nature, les animaux ne mangent pas de céréales. C'est ce qu'on fait et ça, c'est pas issu de l'imaginaire du consommateur. Ça a vraiment été aussi une victime du marketing de marques de sans céréales. Il faut savoir que les marques sans céréales sont aussi très bonnes en marketing, autant que les grands groupes qu'on connaît aujourd'hui, et qu'on peut aussi être victime de ce marketing-là. Et en fait, c'est vrai que l'intérêt nutritionnel aujourd'hui, il est plus limité. Il y a énormément de formulations qui sont sans céréales juste pour être sans céréales, sans aucun intérêt nutritionnel et sans aucun avantage. Il vaudrait mieux du riz ou même des céréales qui soient plus maîtrisées parfois que même des ingrédients qu'on maîtrise très peu et sur lesquels on a peu de recul. Comme la patate douce, par exemple, qui est très tendance aujourd'hui, alors que c'est un ingrédient pour lequel, pour le moment, on a encore peu de recul. Oui, c'est vrai que ça a lancé... en fait, tout cet engouement pour le marketing ont lancé beaucoup de choses nouvelles, des ingrédients aussi bien animaux, comme tu disais, du renne ou quoi que ce soit, ou de la patate douce, ou toutes les légumineuses, des ingrédients
qu'on n'utilisait pas en fait dans le pet food. Et actuellement, est-ce que ça pose des soucis au niveau, par exemple, technique? Est-ce que dans les usines, ils connaissent... je suppose que chaque ingrédient a ses particularités. Et là, tout cet afflux de nouveaux ingrédients, est-ce que c'est facile pour les usines de gérer tout ça? Alors, c'est facile, oui et non. Plus l'aliment sera, entre guillemets, exotique, moins il y aura de fournisseurs de cet ingrédient, donc moins il y aura de choix. Et du coup, en termes de qualité, souvent, ces ingrédients-là seront de moins bonne qualité. Comparé à une farine de poulet ou de volaille, où en fait on a énormément de choix sur le marché actuellement pour avoir plein de qualités différentes, donc plus ou moins riches en minéraux. Une farine de renne ou de sanglier, il y a très peu de fournisseurs. Et du coup, la qualité, je veux dire, il n'y a pas le choix. C'est forcément des farines souvent qui sont très riches en minéraux. C'est des coproduits liés à l'alimentation humaine, hein, donc c'est pas des animaux qu'on élève que pour le pet food. Et c'est vrai que au niveau de l'extrusion, au niveau du process en lui-même, il y a des essais de toute façon. Donc l'usine va finalement, même pour les nouvelles sources d'amidon, va finir par s'en sortir. Mais par contre, au niveau de l'intérêt nutritionnel, il y a peu de recul et peu d'études. Donc il y a eu il y a eu beaucoup là d'interrogations dernièrement, par exemple sur les légumineuses et leur impact sur des pathologies cardiovasculaires chez les chiens et les chats. Pour le moment, on ne sait pas. Mais on ne sait pas non plus parce que utiliser des légumineuses dans le pet food, c'est assez récent, on n'a jamais trop fait d'études, on a pas mal d'hypothèses du pourquoi, du comment, mais des ingrédients parfois trop innovants, sans recul, ça peut poser souci aussi pour la santé de l'animal. C'est pas forcément ce qu'on maîtrise le plus. Les légumineuses dont on nous parle, donc c'est tout ce qui est pois, lentilles, des choses comme ça qui sont très à la mode actuellement. Et c'est là-dessus qu'il y a eu des doutes, notamment de la FDA, donc de l'autorisation de régulation du pet food ou de l'alimentation d'ailleurs américaine. Oui, c'est ça. C'est vraiment des sources d'amidon qui ont été très très tendance. Même dans le monde du pet food, c'était vraiment très mis en avant parce que l'amidon de pois, ça a vraiment des belles propriétés pour l'extrusion. Les protéines de légumineuses, de pois, de lentilles, ça permet de vendre un aliment très riche en protéines, avec un peu moins de protéines d'origine animale. Donc, on voit un aliment finalement assez cher, avec pas mal de protéines, mais qui coûte un peu moins cher, entre guillemets, dans le process, parce que les protéines, ça coûte toujours cher, mais quand c'est d'origine végétale, ça coûte quand même moins cher que quand c'est d'origine animale. Donc, c'est vraiment des ingrédients, entre guillemets, nouveaux qui ont été vraiment plébiscités, même dans le monde interne du pet food, très mis en avant pour plein de choses. Et aujourd'hui, on s'est pris un peu une claque, entre guillemets, au niveau de ce qui s'est passé avec la FDA. Au niveau justement des suspicions de cardiomyopathie dilatée, dont l'origine pourrait être alimentaire. Et pour le moment, c'est encore en cours, on ne sait toujours pas. Donc il y a des pistes de réflexion, et c'est vrai qu'il faut faire attention parce que le pet food, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, on ne maîtrise pas encore tout en nutrition, c'est encore une science qui évolue. Et aujourd'hui, les attentes des consommateurs, on est quand même confronté à un public qui est très exigeant. L'animal fait vraiment partie de la famille. Et il faut faire très attention pour le bien-être de cet animal-là et des attentes du client. Donc, si on est client en pet food, on va essayer surtout de se méfier du marketing et quand ça nous promet des choses trop belles, que ça nous éloigne trop de l'industriel pour nous promettre du maison, de la vraie viande, des choses comme ça. Essayer aussi de se méfier donc, quand il y a des ingrédients sur lesquels on a très peu de recul, les ingrédients nouveaux comme le pois, les lentilles, les patates douces, toutes ces choses-là ou les ingrédients un peu rares, parce que si ça permet de se différencier, c'est aussi des ingrédients qui vont être un peu moins maîtrisés et parfois d'un peu moins bonne qualité parce qu'un peu moins répandus. C'est ça que tu nous dis? Oui, c'est tout à fait ça. Il faut vraiment essayer de rester dans ce qu'on connaît, dans plutôt le basique, et s'intéresser finalement aux indications qu'il y a sur l'étiquette sans regarder un peu les à côté. Si on sent que la marque est trop dans l'abus en termes de communication, trop dans la dérive, vaut mieux mettre sa confiance dans une autre marque ou même son argent. Ça ne sert à rien de financer cette marque-là. Il y a énormément de choix. Et ce qu'il faut faire, c'est vraiment prendre du recul aussi au niveau des informations de l'étiquette. Bien se souvenir que ce sont des moyennes, c'est pas ancré dans le marbre, et que c'est pas parce qu'on voit poulet en premier ingrédient sur l'étiquette, on n'en sait rien de la qualité de ce poulet-là. On peut faire des corrélations avec les taux, mais au final, ça reste de la farine animale, que ça soit marqué poulet déshydraté, protéines de poulet, farine de poulet, c'est souvent le même ingrédient.
Et c'est pas forcément qu'un seul ingrédient, ça peut être un mélange de différentes farines de poulet. Donc, c'est comme l'appellation riz, ça peut être du riz blanc, ça peut être du riz blanc, ce qu'on appelle pré-cooking, ça peut être des micro-billes de riz, ça peut être un mélange de riz blanc, riz brun, enfin, ça reste très vague, même quand l'ensemble des ingrédients sont indiqués, ça ne permet pas de se faire une idée sur la qualité de ces ingrédients-là. Et les taux, ça reste des moyennes. Corréler les deux, ça permet de se donner une idée si on remplit ou pas les besoins de l'animal, si la marque, elle va être plus dans quel axe de communication et de transparence, mais ça ne permet pas plus. Il ne faut pas donner plus d'importance à l'étiquette que ce qu'elle a. Et donc, le seul vrai moyen, ça va être de faire des analyses ou de demander au pet fooder s'il fait des analyses. Donc, quel type d'analyse on est en droit d'attendre? Alors, c'est vrai que c'est important de demander au pet fooder, est-ce qu'il analyse régulièrement ses produits? Est-ce qu'il maîtrise ses produits? On analyse, au moins sur l'étiquette, de vérifier les indications qu'il y a sur l'étiquette, donc de vérifier les taux de protéines, matières grasses, cendres et minéraux, calcium, phosphore notamment. De vérifier aussi les oméga, parce que des fois, sur l'étiquette, en indication théorique, on a des taux d'oméga 3 qui sont surélevés. Souvent, on a des taux de matières grasses un peu plus élevés par rapport finalement à la réalité. Les taux de protéines, des fois, en réalité, sont un peu plus bas. Et regarder si la marque aussi s'intéresse à la digestibilité de son aliment. Est-ce qu'elle mesure, par exemple, le taux de gélatisation de l'amidon? Est-ce qu'elle mesure la digestibilité idéale des protéines, des matières azotées? Est-ce qu'elle s'intéresse au taux de rancissement de ces produits? Et en fait, on va voir finalement, est-ce qu'elle s'intéresse à ce qu'apporte et comment est fait son aliment? Et ça montre un vrai intérêt, une vraie maîtrise finalement de la marque, et ça peut donner confiance. D'accord, c'est très intéressant. Donc j'invite à toute personne qui nous écoute et qui voudrait en savoir plus à venir sur votre groupe Croquette Comment Choisir pour aller lire tous les fichiers que vous avez rédigés qui sont très intéressants. Et donc comment tu vas arriver à la suite de ce groupe? Qu'est-ce qui te manque actuellement pour monter un site d'information indépendante en nutrition des carnivores? Parce que là, ce que tu me dis, c'est très intéressant et on aimerait que tout le monde puisse connaître ça. Qu'est-ce qu'il te faut actuellement pour passer à l'étape suivante? C'est vrai que pour monter un site, ça demande des moyens financiers, des moyens même humains. Pour qu'un site marche, il faut des compétences de vulgarisation, il faut aussi faire de ce qu'on appelle du référencement sur Google. Et ça demande aussi du temps à différents intervenants, comme toi, Charlotte, comme un peu toute une équipe de différents passionnés de nutrition où chacun pourrait s'exprimer sur son domaine d'expertise et le vulgariser finalement au grand public. Parce que la cible, en fait, d'un site d'information indépendant en nutrition, ça serait vraiment d'informer le grand public et de mettre fin à pas mal de on-dit qu'on peut lire actuellement sur les réseaux sociaux, de mettre fin à pas mal de dérives et d'abus de communication qu'on peut lire par pas mal de petites marques propres en pet food. Et finalement, de travailler cette transparence et cette confiance dans les aliments industriels, entre guillemets. Donc c'est intéressant parce que c'est vrai qu'actuellement, les gens sont très en demande d'informations, mais quand ils vont sur Internet, il n'y a aucun site qu'on peut leur conseiller fiable, comme par exemple peut exister en Humaine Passeport Santé, où on peut dire, là, vous pouvez y aller, c'est fiable. Là, en pet food, les gens sont un peu lâchés à eux-mêmes et plutôt souvent ce qu'on trouve, c'est plutôt de pas très bonne qualité. Les informations sont rarement scientifiques, fondées et données par des professionnels. Donc c'est vrai que ce serait un projet très intéressant. Donc écoute, j'espère que tu y arriveras et j'y participerai avec grand plaisir. C'est vraiment quelque chose qu'on fait déjà par exemple avec ce podcast, et c'est diffuser une information fiable, fondée, scientifique par des professionnels au grand public. Donc si je peux contribuer à ce projet, ce sera avec grand plaisir. Donc j'espère vraiment que tu y arriveras, et en tout cas je te dis merci beaucoup parce que c'était très intéressant. C'est des choses qu'on entend très peu et qu'on connaît très peu. Le monde du pet food et des usines de la formulation est très opaque. Donc je te remercie vraiment beaucoup de l'avoir rendu un peu plus transparent pour nous aujourd'hui. Ce que l'on a appris aujourd'hui avec Charlotte est que les petites marques à la mode, qui font rêver avec un marketing qui promet du naturel, de la viande, ou se vendent de choses obligatoires comme l'absence d'OGM, ou d'utiliser des produits propres à la consommation humaine, ne respectent souvent pas la législation. Ces petites marques, peu contrôlées,
sont bien plus compétentes en communication et en marketing qu'en nutrition ou en réglementation. Elles commandent leurs aliments à des usines, sur catalogue, mais sans connaître en détail les matières premières, le process, les contrôles ou les analyses effectuées. Les informations mentionnées sur l'étiquette peuvent alors être les valeurs théoriques données par le logiciel de formulation et ne jamais avoir été vérifiées en pratique par des analyses. Elles peuvent donc être très éloignées de la réalité. En tant que consommateur et consommatrice, il faut aller au-delà du marketing, demander des preuves de compétences dans le domaine nutritionnel et interroger les marques sur leur réalisation d'analyse pour au moins confirmer les données de l'étiquette et évaluer la digestibilité de leur aliment. Car il ne suffit pas d'aimer les animaux pour produire un aliment de qualité. Le pet food est un métier et la nutrition est une science. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager et surtout vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. À bientôt!